Les poules savent quand le jour se lève, mais elles laissent au coq le soin de l'annoncer. Un adage africain qui laisse à méditer et résonne avec l'actualité. En France, les femmes ne représentent que 43% des intervenants à l'antenne et 36% du temps de parole. Des chiffres en augmentation, mais qui continuent de pointer la sous-représentation de la parole des femmes dans les médias. Vox Femina est né d'une envie, aider les femmes à se faire entendre et à promouvoir leur domaine d'expertise. En un mot, rayonner. Ce podcast donne la parole à des femmes qui se sont lancées dans l'arène médiatique et nous partagent leurs expériences, leurs bonnes pratiques pour réussir. Comment se sentir légitime, défendre ses idées, oser. Pitch and Talk, le podcast, ça commence maintenant. Haute fonctionnaire, ancienne secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et auteure de nombreux rapports sur l'égalité professionnelle, Brigitte Grésy a consacré sa carrière à la défense de la parité et à la lutte contre le sexisme. Pour cette femme de travail et de conviction, il faut aujourd'hui une transformation profonde de la société au-delà des politiques publiques pour gagner le combat de l'égalité. Car si prendre la parole, c'est déjà prendre le pouvoir, il ne faut pas hésiter à se fâcher pour la conserver. Pouvez-vous vous présenter et nous raconter votre parcours en quelques mots ? Je m'appelle Brigitte Grésy et j'ai vraiment un double cursus. J'ai fait une première partie de ma vie en étant professeur de lettres, français, latin, grec, après l'agrégation de grammaire, donc vraiment typiquement une vie professionnelle assez classique. Et puis, au bout d'un certain temps, je commençais à m'ennuyer un petit peu, donc j'ai passé un concours, l'École nationale d'administration, et du coup, j'ai eu plein d'expériences très différentes dans des ministères. À la fois, je me suis occupée de politique industrielle, j'ai été nommée inspectrice générale de l'IGAS, c'est l'inspection générale des affaires sociales, où j'ai fait des missions sur le plan Alzheimer, sur le plan cancer, donc des choses très différentes. Mais à partir de les années 2000 à peu près, par une sorte de fatalité heureuse, je me suis consacrée quasi uniquement au sujet des droits des femmes. Et à des postes très différents, c'est-à-dire à la fois en tant que responsable d'un service, directrice de cabinet auprès d'un ministre, et j'ai fait énormément de rapports sur tous les sujets, quasiment. On sait bien que l'égalité, c'est une question systémique, donc j'ai travaillé sur ce qui se passait dans les crèches, dans l'entreprise, dans les médias. Et c'est là où, dans le cadre de la commission sur l'image des femmes dans les médias, qui était présidée par Michel Rezer, dans les années 2006-2007, nous avons réalisé un premier rapport sur l'image des femmes dans les médias, avec des chiffres et en nommant les supports médiatiques, ce qui n'était pas fait, parce qu'il y avait beaucoup d'enquêtes, mais il disait il y a 25% d'écart en France. Par exemple, il y a 25% d'experts en France à la télévision, ce qui n'est pas beaucoup. Tandis que nous avons dit, écoutez, dans l'émission C'est dans l'air, nous n'avions que 2 femmes pour 5 hommes, dans l'émission, etc., France Inter. Et donc, en nommant, il y a une sorte de prise de conscience et même de prise d'énervement, si je puis dire, des différents médias en disant « mais non, c'est quoi ces chiffres ?» Et ils se sont mis un peu en mouvement, et notamment sur la question des experts. Et depuis lors, je ne cesse de travailler sur ces questions, de la place des femmes dans les médias, mais plus largement de la place des femmes dans la société. Et c'est là où j'ai rencontré, ou dans nos rapports, mais c'est une idée qui est venue de Valérie Tendreau de Marsac, l'idée de faire des bases d'expertes pour pouvoir les présenter dans les médias, puisque les médias, et on avait fait un rapport sur les femmes expertes, disent toujours « mais on n'en trouve pas, elles ne veulent pas venir, etc. » Donc voilà mon histoire. Et puis tout dernièrement, j'ai été secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et puis présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc là encore, j'ai vraiment couvert tous les aspects de l'égalité. Vous rappelez-vous de votre première prise de parole en public ? Alors en public, si c'est dans les médias, j'ai dû avoir au moment où j'ai sorti mon premier livre en 2008, c'était Petit traité contre le sexisme ordinaire, j'ai dû avoir de la presse écrite. Donc j'ai eu de la presse écrite où je me suis bien appliquée à bien répondre aux questions, on m'a fait relire. Donc ça, c'était pas extrêmement angoissant
parce que moi je suis une femme d'écriture, donc ça me gênait pas trop, mais j'étais quand même très flattée, voilà, tout d'un coup. Moi j'étais une femme de l'ombre, hein, complètement, j'ai toujours été une femme de l'ombre, c'est-à-dire j'étais derrière les ministres, j'étais derrière mes directeurs généraux, et donc si vous voulez, j'étais présente évidemment dans l'action, mais pas dans les médias, avec un devoir de réserve très fort. Et puis, c'est vrai que l'écriture de ce livre, et puis mon expertise sur les sujets d'égalité, qui est devenue de plus en plus forte avec le temps, a fait que j'ai été recherchée par des médias. Donc au début, je disais, oh là là, non, j'avais un peu peur. Et le grand déclenchement, ça a été lorsque j'ai sorti mon rapport sur les quotas dans les conseils d'administration, où là, Le Monde a fait une première page en disant 40% de femmes dans les conseils d'administration, et où j'ai dû faire des télés, des radios, etc. Mais je crois que, en fait, c'était juste quelques mois avant, Frédéric Tadei faisait partie de notre commission sur l'image des femmes dans les médias, et il m'avait dit, Brigitte, viens à la fameuse émission du soir, là, viens présenter ton rapport, et il a vu que, être avec tous ces gens, vous savez, qui ont l'habitude de la parole, qui parlent même quand ils ne connaissent pas bien le sujet, mais etc. Je n'avais pas du tout ce métier-là. Et donc, il m'a fait venir, mais il m'a fait intervenir seule. Et donc ça, c'était vraiment ma première expérience télé avec quelqu'un qui était très, très agréable, un ami, Frédéric Tadei, enfin, quelqu'un qui était dans la commission. Et puis après, j'ai fait pas mal de médias. J'y ai trouvé un certain plaisir d'exprimer l'essentiel. Voilà. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que quand on intervient dans les médias, alors surtout sur les radios, vous avez 3 minutes, ça veut dire qu'il faut vraiment cibler sur l'essentiel. Alors, j'ai pas été formée, et peut-être que j'aurais aimé l'être, mais de moi-même, je me suis dit, si tu passes dans les médias, c'est une idée forte, il faut trouver des chiffres et il faut trouver une métaphore. C'est-à-dire essayer de rentrer par les chiffres pour asseoir sa crédibilité et sa légitimité, sinon on dit, oh là là, c'est quoi encore ? Ensuite, démontrer, mais trouver aussi une métaphore. Et je crois que c'est peut-être ça mon plaisir et peut-être mon savoir-faire, qui est très centré sur mon premier métier, qui était les mots. Et j'aime trouver une métaphore qui percute un peu. Hier, j'intervenais, puis tout d'un coup, je me dis, non, moi, c'est pas le plafond de verre, je me suis butée contre un plafond d'humanité. Alors, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais plafond d'humanité, ça veut dire que si j'allais au-delà, je perdais en humanité, donc je perdais en crédibilité, en dignité, même pour moi-même, en respect de moi-même. Et voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire essayer de trouver la formule. Et comme je suis toujours dans l'intense, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas faire une émission un peu neutre, vous voyez, je suis mandatée par quelqu'un, je dois faire passer ce message, après j'aurais fait... En fait, j'incarne toujours mon sujet, parce que ces questions d'égalité sont des questions tellement importantes et puissantes que j'ai toujours à la fois une forme de colère, quoi. J'ai toujours une forme de colère contre les résistances, contre le maintien d'inégalités, de refus, de mauvaise foi, que... En fait, voilà, je suis toujours un peu dans une démonstration, mais engagée et intense. Vous évoquiez tout à l'heure votre manière de mettre en avant des chiffres pour asseoir votre propos, votre légitimité. Avez-vous le sentiment que le fait d'être une femme était un obstacle, une difficulté pour faire passer vos idées ? Alors, j'avais déjà vu la difficulté d'être une femme et de porter ces sujets d'égalité dans mon métier. Là où j'étais, on avait des réunions interministérielles à Matignon, il y avait les finances qui étaient là, moi j'étais là, je représentais les droits des femmes, et j'avais dès le départ vraiment un coefficient négatif, de légitimité négative, ça pouvait ricaner, ça pouvait, etc. J'ai fait ça une fois, la deuxième fois, j'ai commencé par des chiffres. Terminé. Et notre légitimité, à nous toutes, les femmes, on l'a acquise parce qu'on avait une expertise. Donc, moi, je ne suis jamais intervenue sur de l'intuition. Sur, moi, il m'est arrivé ça.
Qu'est-ce quelque chose qui arrive très souvent sur ces sujets, parce qu'on est tous hommes ou femmes ou non-binaires, mais je veux dire, on se rattache tous plus ou moins à un sexe, et parce que l'on vit, et parce que l'on a des enfants ou pas, etc., on se croit autorisé, on se pense expert de ces questions. Or, c'est pas vrai. Il y a une véritable expertise, et elle se sent et elle se voit. Et à partir du moment où on est expert, ce que je crois que je suis, on est légitime. Moi, j'ai eu la chance aussi, pour ma crédibilité, d'avoir des métiers assez importants. C'est-à-dire que j'étais quand même haute fonctionnaire, j'avais donc des postes qui me rendaient légitime, et donc ma parole ne pouvait pas être balayée d'un revers de main. Mais ce qui n'a pas empêché des paniques, des peurs, vraiment de prendre la parole dans certaines circonstances, parce qu'il fallait emporter le morceau, que c'était pas évident, et donc voilà. Donc la carapace que je me suis forgée avec mes diplômes ou avec mon métier, enfin mes fonctions, ne sont pas suffisantes pour éliminer le sexisme. Pas suffisantes. Et la preuve en est que j'ai écrit quand même en 2008 Petit traité contre le sexisme ordinaire, parce que je vivais des faits de sexisme, malgré toutes les cuirasses que je m'étais mises en me disant je vais être légitime. Et je ne l'étais pas dans certaines circonstances. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le sexisme ordinaire, les inégalités au travail. Selon vous, dans quelles circonstances les inégalités de genre sont-elles les plus fortes ? Alors, moi, mon constat, il est double. C'est qu'à la fois, et ça, il ne faut pas le nier, il y a des progrès foudroyants quand même de la place des femmes dans la vie économique, dans les médias, pas tant que ça dans les médias, mais en tout cas dans tous les métiers du transfert, donc, qui sont des métiers importants, relationnels. Mais évidemment, il y a des poches très noires, la précarité du travail féminin, le numérique, etc. Donc, ce qui m'inquiète, moi, c'est que cette espèce de chaînage des inégalités et donc de délégitimation des femmes pour pouvoir accéder à l'ensemble des possibles, on le trouve sur toute la chaîne. On le trouve dans les crèches, très fortement. On le trouve à l'école, très fortement. Que ce soit en primaire ou au moment de l'adolescence. On le voit dans les médias. Les femmes dans les médias, on les appelle par leur prénom, on leur coupe la parole, etc. Et elles sont beaucoup moins nombreuses à être citées. Ça continue, On le voit dans le monde du travail, avec des différences de salaire incroyables et un accès aux postes de responsabilité qui ne fonctionne que par les quotas et qui n'est pas évident. On le voit dans les retraites, on le voit dans l'accès à la santé, où le genre fait qu'il y a un certain nombre de symptômes qui sont montrés par les femmes, notamment en cas d'infarctus du myocarde, où elles ont un symptôme qui n'est pas celui des hommes, qui n'est pas seulement le bras, là, qui peut être une dépression, qui peut être une grande fatigue, et qu'on a dit « Oh, c'est une femme, elle a ses humeurs », alors que non, c'était une maladie organique. Donc on le voit à des tas de niveaux, et c'est ce côté systémique des inégalités qui se font de plus en plus insidieuses, mais qui demeurent, et qui sapent la légitimité des femmes, qui est, je crois, problématique. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut aller au-delà de toutes ces politiques publiques et organiser une véritable transition, à la fois de la chaîne de valeur et des indicateurs sociaux. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a publié dernièrement un rapport sur l'état du sexisme en France. Et les résultats, c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas très glorieux. Qu'en pensez-vous ? Alors, ce sont des baromètres de ressenti. Moi, j'en fais aussi avec toutes les entreprises. Dans le cadre de initiative Stop Sexisme Ordinaire, on est 200 entreprises. On administre un baromètre, mais uniquement sur le monde du travail, quand vous êtes en réunion, etc. La première chose qu'il faut dire, c'est que plus on parle de sexisme, plus il y a une conscientisation du sexisme, plus les gens en parlent. Donc, dans ces baromètres de ressenti, il faut déjà prendre en compte le fait que les chiffres forcément augmentent parce que les gens le ressentent plus. Ce qui était plus étonnant, c'est le premier baromètre sexisme que j'ai fait en 2013, où là, c'était le premier, et où 80% des femmes ont dit qu'elles avaient ressenti des effets de sexisme et que ça avait entamé leur confiance en elles. Donc, moi, ce que je constate, et ce que constate donc ce baromètre, c'est qu'il y a des poches de résistance énormes, que le sentiment de sexisme du côté des femmes demeure, et ça me semble normal puisqu'elles sont de plus en plus conscientes de faits de sexisme. Mais la chose, moi, qui m'intéresse le plus dans ce baromètre,
c'est chez les jeunes. Alors évidemment, il y a 2500 réponses, hein, donc il faut aussi nuancer. La part jeune n'est pas énorme, mais moi j'avais fait faire aussi, quand j'étais présidente du HCE, un rapport sur la jeunesse, et les filles s'étaient exprimées aussi beaucoup sur leur peur, sur leur sentiment d'agression. C'est au niveau de la jeunesse que les choses me semblent vraiment intéressantes. Est-ce qu'on peut parler d'une recrudescence du masculinisme chez les jeunes garçons, du genre il faut la forcer pour qu'elle consente, mais encore hier sur un plateau, j'ai entendu un des intervenants dire mais non, mais la Russie, c'est pas comme une midinette, elle commence pas par dire non pour pouvoir dire oui. C'était hier soir. Donc la midinette, c'est-à-dire les femmes qui disent non pour pouvoir dire oui. Donc ça, c'est terriblement ancré. Et c'est vrai que les phénomènes de pornographie, d'une part, et la violence des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, comme le dit Cynthia Fleury, c'est devenu le lieu de l'hostilité ordinaire, à cause de l'anonymat, le plus souvent, et parce que, il est plus facile d'être médiocre que d'arriver à penser et à transformer en positif les choses de la vie. Les choses de la vie, c'est la souffrance, c'est la maladie, mais c'est aussi un lever de soleil, c'est aussi une gentillesse, c'est tout ça. Et donc, dans les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a une omniprésence de l'agressivité qui fait beaucoup de mal. C'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup qui ferment leur compte. Même quand on n'est pas atteint de soi-même, des jugements portés sur des tweets, moi, me laissent sans voix. Je me dis, mais si mes petites filles voient ça, parce que maintenant j'en suis au niveau petite fille, quelle horreur, quoi. Donc je pense qu'il y a un soin tout particulier à exercer sur la question des jeunes ados en ce moment, à cause des menaces très fortes. Menaces sur leur intelligence, avec les répétitions sans cesse sur Internet, menaces sur leur émotivité, menaces sur leur capacité à aimer. Et donc, voilà, je ne sais pas quel est le niveau de danger, parce que, encore une fois, l'échantillon n'était pas très énorme, mais nous-mêmes, on avait un échantillon plus gros dans notre rapport jeunesse, on a vu qu'il y avait des choses chez les jeunes, avec cette contradiction très forte qui était qu'à la fois, ils se disaient de plus en plus non-binaires. Non, mais moi, le genre, je m'en fiche. Au sens de, le genre, je m'en fiche. Pas, je ne sais pas si je suis un homme ou une femme. C'est, non, mais le genre, masculin ou féminin, je m'en fiche, je suis comme je suis. Les filles sont... Ils ont ce discours-là, mais en même temps et dans le même temps, la binarité des conduites se renforce. Donc, c'est un lieu de paradoxe, c'est un lieu d'ambivalence. Donc, c'est un lieu tout à fait intéressant et important. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux femmes des générations actuelles pour se protéger contre les effets du sexisme, pour avoir plus confiance en elles ? Ce que je constate d'abord, c'est que l'accès aux médias est beaucoup plus important pour les jeunes et pour les femmes en général qu'il n'était il y a encore 10 ans. Nous, on a fait notre procès du sexisme. Plein de femmes sont allées témoigner. Ce qui n'aurait pas eu lieu, on aurait interviewé la ministre, la directrice. Là, il y a une appropriation des médias par des jeunes femmes, engagées évidemment, beaucoup plus forte qu'auparavant. Tout le monde veut être sur la base d'expertes. Donc là, c'est plutôt bien. La peur du média, de la parole est beaucoup moins forte. Donc elles ont envie d'y aller. Donc ça, c'est bien. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une formation à faire sur quel est le bon message. Encore que, moi, je fais aussi assez confiance à la personnalité des gens. Il ne faut pas non plus avoir toute une façon formatée de faire. Il faut avoir des personnalités différentes. Moi, quand je vois ce qu'on appelle les bons clients hommes à la télé, je zappe, parce que j'ai même plus envie. Je sais presque à l'avance ce qu'ils vont dire, Donc, avoir des profils nouveaux, c'est quand même très, très intéressant. Donc, bien sûr, si on a la compétence, il faut y aller. Moi, je n'interviens que si j'ai la compétence. Si on me demande d'intervenir dans un plateau parce qu'ils veulent une femme et qu'on va parler de la Russie, de la guerre, je ne sais où, etc., je dis non. Les hommes, souvent, disent oui. Et ça, je ne suis pas sûre que ce soit bien. Donc, intervenir sur ce que l'on connaît, ça nous donne une légitimité. Moi, si on me fait intervenir sur les droits des femmes,
sur l'égalité, sur le sexisme, sur tous les sujets de l'articulation des temps de vie, etc., j'ai un contradicteur ou une contradictrice en face de moi, je suis complètement en moi-même, vous voyez, je ne sors pas de moi-même, ce qui est le risque, hein, quand je suis en moi-même, je suis totalement rassemblée, et j'écoute, et je vais répondre, et je vais raisonner, et je vais démontrer. Donc, évidemment, y aller dès qu'on peut, ne pas trop demander l'autorisation, parce que ça, c'est les femmes, elles demandent toujours l'autorisation. Ne pas trop penser, c'est ce qu'on avait vu dans le rapport experte, si on est bien coiffé, parce que ça ne se voit plus. Une femme qui même est mal coiffée ou habillée à la va-vite parce qu'il y avait des enfants, etc., mais qui dit une parole forte, intelligente et pensée, mais on ne voit plus que ça, on ne voit plus qu'elle. On ne voit plus que ses yeux qui parlent, on ne voit pas, oh tiens, elle a mis... on ne voit pas ça. En fait, quand on intervient, on voit l'énergie des gens. On voit leur énergie, on voit leur capacité à penser, on voit leur engagement, mais on ne voit pas une personne avec un physique particulier, etc. Et c'est ça qu'il faut dire aux femmes. Et ça va beaucoup nous aider parce que on est quand même très très empêtré dans le vêtement, même si c'est un bonheur. Hein. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est pas comment on paraît, c'est ce qu'on dit. Avez-vous des modèles de femmes qui vous inspirent ? Il y en a plein, mais elles sont très différentes de moi. Donc, par exemple, Mercedes Serra, c'est une femme extraordinaire qui parle comme rarement les gens parlent. C'est-à-dire qu'elle transcrit en langage commun et de la vie quotidienne des concepts très compliqués. Et elle emmène avec elle des tas de gens. Évidemment, je trouve que j'aime, comme parle Christine Lagarde, qui elle, alors c'est la techno, mais élégante et très intelligente. J'aime, comme parle Marlène Schiappa, parce que, alors là aussi, on n'est pas plus différents entre nous, mais c'est une femme qui, quand elle est là, on voit qu'elle. On ne sait jamais ce qu'elle va dire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prévisible, elle n'est pas du tout langue de bois. Et son argumentaire, on le suit aussi. Donc, voilà, c'est une force qui va. C'est pas évident. Moi, je suis très, très en deçà de ce point de vue. Enfin, du moins, j'en ai l'impression. J'aime les femmes aussi qui ont de l'humour, c'est-à-dire qui se moquent un peu d'elles-mêmes, qui sont pas dans j'ai fait. Ça m'énerve un peu. Il y a vraiment plein de personnes qu'on connaît pas bien et que je trouve remarquables. J'ai beaucoup été aux Nations Unies, puisque à la Commission de la condition de la femme. La façon dont les femmes africaines s'exprimaient, occupaient le micro, mais avec une sincérité, une gentillesse, une bienveillance. Moi, j'étais bluffée, quoi. Donc, voilà, il y a plein de façons de s'exprimer, mais le point commun à chaque fois, c'est quand on va vers l'autre et pas quand on ramène à soi, et qu'on vit son sujet. Pourquoi est-ce si important d'oser, selon vous ? Alors, le mot oser est très important, mais moi, il me pose problème. Parce que très souvent, et les coachs disent oser être chef, oser. Ça renvoie la culpabilité sur les femmes. Si je n'ose pas, je suis une petite chose fragile. Voilà. Or, c'est difficile d'oser. Moi, je peux vous dire que quand j'étais directrice de cabinet, la réunion à 15h à Matignon le lundi, où il y avait, je sais pas, 40 hommes, 3 femmes. On était tous de la même école. Et pourtant, c'était l'horreur. Pour moi, c'était l'horreur. En plus, je représentais les droits des femmes. Et la prise de parole était extrêmement dure. Donc, je sais ce que c'était que oser. Et parfois, j'osais pas. Et si on n'ose pas, tant pis, on fera mieux la prochaine fois. Donc, il y a des trucs comme ça qu'il faut apprendre. C'est pas ose ou tu es morte. D'abord parce que la responsabilité, elle n'est pas individuelle, elle est collective. Quelqu'un qui tient une réunion et qui voit qu'on ne laisse pas parler une femme ou qu'on la coupe, il est responsable de ça. La femme, peut-être, n'a pas osé, mais lui, il est responsable et c'est un sexiste. C'est-à-dire ne pas comprendre qu'il faut que chacun parle autour de la table, qu'on le respecte et qu'on ne le coupe pas. Vous voyez, donc c'est à la fois collectif et individuelle. Elle n'a pas osé. Et c'est pour ça que là, on donne des méthodes. C'est-à-dire, la première fois, ne parlez pas de Kant. Vous dites,
quand tu t'es exprimé, tu as dit ça, peux-tu préciser ta pensée? C'est-à-dire qu'on se chauffe la voix sur une chose qui ne vous engage pas, mais qui vous relie à quelqu'un. Hillary Clinton disait aussi que lorsque c'était très dur de parler, et dans une réunion, il y avait d'autres femmes, et elle s'était mise d'accord au début pour dire, comme l'a très bien dit Hillary, voilà, comme l'a très bien dit Nicole, donc il y a aussi, voilà, il y a des trucs, Moi, je dirais pas oser pour oser, mais la parole, c'est le pouvoir. Prendre la parole, c'est le pouvoir. Ne pas la lâcher, c'est aussi extrêmement important. Et donc, si on vous coupe, continuez sur un ton très doux, mais continuez. Ou alors dire, mais laissez-moi poursuivre. Mais là, en se fâchant un peu, pourquoi pas. Mais la parole, c'est le pouvoir. Et après, on est bien, quoi. Je veux dire, quand on a réussi à dire des choses, surtout qu'on est dans un monde, moi je suis absolument affolée, c'est-à-dire, c'est pas forcément la qualité de votre réflexion qui fait qu'on est célèbre, c'est le passage dans les médias. Donc les médias, c'est un facteur les femmes qui veulent se faire booster, c'est un facteur incroyable en plus. Et même si on rate un peu, c'est ça qui est drôle, quoi. C'est vraiment la présence derrière l'image. C'est encore vraiment un facteur, un marquage extrêmement valorisant. Est-ce qu'alors, la prise de parole dans les médias vous a aidé? Dans votre carrière? Dans la vie? Je ne suis pas assez, moi, une femme de communication. Pourquoi ? Parce que ma formation, mes tendances, c'est plutôt j'ai un sujet, je le traite, je le pense, je vais voir les autres, je produis de l'idée, je produis de l'action. Je suis plus là-dedans que dans le faire valoir. Et c'est un tort, c'est un grand tort, mais c'est comme ça. Même quand j'étais présidente du Haut Conseil à l'égalité, alors c'était le confinement, c'était le télétravail, on ne pouvait rien faire, mais quand même, j'étais très contente de la qualité du travail, mais je ne le mettais pas assez en musique. Voilà. Alors que la nouvelle présidente, elle est très communication. Donc, la communication, c'est vraiment, ça permet vraiment au sujet de progresser. Mais il faut derrière des penseurs, il faut derrière de la pensée qu'on puisse produire. Donc ça ne m'a pas aidée parce qu'en fait, j'ai toujours été appelée, je ne sais pas pourquoi, c'est pas bien de dire ça, mais j'ai toujours été appelée à des postes de responsabilité plus forts, peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes aussi, je ne sais pas, mais je ne peux pas dire que le passage dans les médias m'ait aidée pour ce que j'ai fait. En revanche, je pense que pour les femmes qui veulent accéder à des meilleurs postes en entreprise ou dans les médias, je pense que les médias sont très importants. Et si je vous demandais votre mot de la fin, quel serait-il? Je travaille en ce moment sur 2 sujets. Je n'arrive pas d'ailleurs à accoucher, vraiment. Ça me rend très triste. Je vais essayer d'y arriver, mais je ne suis pas sûre. Je pense que pour les questions d'égalité, il faut arrêter d'accumuler des mesures sur l'existant, qu'il faut vraiment une révolution. Il faut vraiment une révolution au niveau de l'éducation, au niveau des entreprises, au niveau de la valorisation des métiers. Je parle du monde du travail. Et donc une remise en cause de la chaîne de valeur, une remise en cause d'indicateurs, etc. Ça, c'est un petit peu iconoclaste. Je veux pouvoir le dire, mais j'ai trop à dire pour faire simplement un article de journal. Voilà. Je voudrais faire une tribune là-dessus. Mais c'est trop long. Je ne peux pas le dire en une page, quoi. Donc je ne sais pas comment faire et ça me travaille beaucoup. Et puis, je voudrais travailler aussi sur l'égalité économique, c'est-à-dire que pour moi, les femmes dans le monde du travail, c'est pas seulement les questions de salaire inférieur, c'est toute sa position dans la société, position économique dans la société qui est importante. Donc, en fait, moi, je me vois tout le temps comme aller là où on n'est pas allé. C'est la seule chose qui m'intéresse. Ça n'est pas forcément d'approfondissement. Alors, j'ai beaucoup fait l'approfondissement des politiques, voilà, comment on tient entre en tenaille des politiques pour pouvoir avancer. Moi, maintenant, qui ne suis plus présidente, qui est soi-disant plus de liberté, mais je suis tellement... j'y arrive pas, c'est de faire des pas de côté, quoi. Essayer de faire des pas de côté pour aller dans d'autres sujets.
ou après, si c'est intéressant, parce que moi j'ai lancé plein de trucs, il y en a qui n'ont pas pris. Hein. Par exemple, les quotas, ça a pris d'une façon incroyable parce qu'il y avait Madame Zimmermann qui avait déjà travaillé sur le sujet, pof, ça a pris politiquement. Moi j'ai travaillé sur la notion de parentalité tout au long de la vie, ça a fait flop. Et je voudrais revenir là-dessus. Donc voilà, c'est fait de succès et d'erreurs, mais je pense que quand on a travaillé sur l'égalité jusqu'à la mort, on travaille sur ce sujet. On ne peut pas le lâcher. Vous venez d'écouter un épisode de Pitch and Talk, un podcast Vox Femina en collaboration avec A Priori, le média des décideurs.